Alors, il est 10h30. On va maintenant débuter ce deuxième webinaire sur la santé mentale qui suit, dans le fond, notre dossier sur la santé mentale. Bienvenue à tous. Merci beaucoup aux panélistes et à l'animatrice d'être là ce matin et merci aussi aux participants d'être présents. Nous avions un peu plus d'une centaine d'inscriptions, donc il devrait y avoir des gens qui vont se joindre à nous dans les prochaines minutes. Alors, quelques petits rappels techniques pour le webinaire. L'animatrice ainsi que les panélistes ont leur caméra et leur micro tout au long du webinaire. Pour des raisons techniques, les participants, comme ils sont très nombreux, n'ont pas accès à leur caméra. Par contre, si vous voulez nous envoyer des commentaires, nous envoyer des questions, vous pouvez le faire par le biais du clavardage qui est en bas à gauche, le clavardage public. Nous poserons, il y aura des périodes de questions, dans le fond, à la suite des présentations, et nous reprendrons les questions qui sont dans le clavardage pour y répondre, pour tenter d'y répondre. Les PowerPoint ainsi que tous les documents qui vont être mentionnés pendant la présentation aujourd'hui vont être disponibles sur notre site web. Vous avez déjà l'adresse dans le clavardage également. Pour toute question technique aussi, vous avez le numéro de téléphone de VIA. C'est le 1-866-843-4848, poste 1. Sachez que si vous manquez un petit bout du webinaire ou si vos collègues souhaitent le voir après aujourd'hui, il est présentement enregistré, il sera disponible sur notre site web dans quelques semaines. Donc, je poursuis en présentant le contexte du webinaire. Le CAPRES, pour ceux qui connaissent un peu moins l'organisation, s'adresse vraiment d'abord aux professionnels, aux conseillers, aux intervenants dans les milieux collégiaux et universitaires à travers le Québec. Tous les sujets traités touchent l'accessibilité, la persévérance, la réussite en milieu collégial et universitaire. Par le biais des professionnels, on rejoint aussi évidemment souvent des enseignants, des gestionnaires, des organismes et des étudiants parce que nos relayeurs sont les professionnels dans chacun des établissements. Les deux objectifs poursuivis par le CAPRES, c'est d'abord un objectif de diffusion des connaissances pour favoriser leur transfert au niveau collégial et universitaire dans une perspective de mobilisation des connaissances. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez 3 panélistes et pas juste un présentateur. Donc, vous avez vraiment des gens avec différents horizons qui ont des horizons complémentaires sur une question ou un enjeu donné. Notre deuxième objectif, c'est de mettre en réseau les différents acteurs de l'éducation et parfois, comme dans le cas de la santé mentale, c'est les acteurs de l'éducation et ceux de la santé aussi qui ont été fortement mis à contribution dans notre dossier. Les différentes thématiques qu'on choisit sont choisies par une veille qui se fait de différentes manières sur le milieu, sur le terrain, mais aussi sur le web, évidemment, et dans la recherche. Et suite à toute cette veille que nous faisons de façon quotidienne, il y a des dossiers comme celui sur la santé mentale qui ont été développés. Dans chacun des dossiers, vous trouvez 1, 2 ou 3 enjeux selon la thématique. Et pour chacun des enjeux, il y a des notions clés, des pratiques inspirantes qui sont développées et des activités. Et c'est là qu'on arrive aujourd'hui à notre webinaire, qui est le deuxième sur la santé mentale. Aujourd'hui, nous avons réuni des gens du milieu universitaire, du milieu collégial, et c'est José Sabourin, qui est psychologue en soutien à l'enseignement et à l'apprentissage à l'Université de Montréal, qui animera ce webinaire. José Sabourin est psychologue au Centre étudiant de soutien à la réussite des SAE de l'Université de Montréal. Elle a été professeure en psychologie au collégial pendant plus de 15 ans et pratique la psychothérapie selon l'approche systémique interactionnelle. Elle s'intéresse aux enjeux psychologiques du parcours des étudiants et des étudiantes en cycle supérieur et se spécialise
dans le traitement TDAH chez l'adulte. Elle développe aussi des ateliers de soutien pour la faculté et s'occupe d'accompagner les étudiants dans la mise sur pied des groupes de rédaction. Donc, Madame Sabourin, je vous passe la parole pour l'animation de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci, Madame Charbonneau. Alors, on vous souhaite la bienvenue, tout le monde, à ce moment de partage et de réflexion autour du sujet, justement, les pistes pour favoriser la santé mentale. Je pense que c'est d'abord quelque chose qui nous préoccupe tous et toutes. Et on a des choses, il y a des choses à dire, il y a des choses à aborder, à poursuivre. Et pour parler de ces enjeux-là, on a 3 personnes, alors je vais vous les présenter à mon tour. Donc, les personnes qui vont être avec nous aujourd'hui, il y a tout d'abord M. Éric Chassé, qui a été professeur de psychologie pendant plusieurs années au collégial, occupé en parallèle la fonction de psychologue scolaire aussi. Il s'intéresse depuis plusieurs années aux questions de persévérance et de réussite scolaire, en particulier aux stratégies d'études, au traitement de l'information, à la motivation, à l'anxiété de performance et à la relation éducative pour laquelle il a écrit plusieurs textes. En tant qu'aide pédagogique présentement à la réussite au Cégep de Saint-Hyacinthe, il est responsable aussi du Centre d'aide à la réussite et de tutorat par les pairs et il vient en aide aux étudiants qui vont éprouver des difficultés d'adaptation au collège. Alors, merci d'être présent avec nous. Nous avons aussi Mme Nancy Goyette, professeure au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Mme Goyette s'intéresse au bien-être et à la passion en enseignement, à la construction identitaire chez les enseignants, à leur force de caractère. Ces recherches actuelles vont se pencher sur les dispositifs à mettre en place dans la formation initiale des maîtres, ainsi que dans les milieux scolaires pour aider les étudiants et les enseignants novices là, qui commencent à ressentir du bien-être et à se construire une identité professionnelle positive malgré, on le sait, les difficultés liées à la complexité de la profession. Madame Goyette va aussi étudier les impacts de l'enseignement et de l'apprentissage du bien-être chez des enseignants et des élèves de niveau primaire. Merci d'être avec nous. Et nous avons aussi Madame France Landry, psychologue à l'apprentissage à l'UQAM au service aux étudiants. Elle est aussi chercheure associée au département de psychologie de l'UQAM et co-superviseur de 3 étudiants au doctorat. Cette session, elle est également chargée de cours en psychologie de l'éducation. Parmi ses champs d'intérêt, on retrouve les stratégies d'études, les défis des étudiants qui vivent avec un trouble du déficit de l'attention à l'université et la persévérance des étudiants aux études supérieures. Alors, merci d'être avec nous, Madame Landry. Donc, quand on pense à tout ce sujet qui est large, permettez-nous de faire un peu une contextualisation avant d'amorcer ensemble la discussion. Donc, quand on pense à la santé mentale, il y a quelques concepts qu'on a ressortis pour le CAPRES. Il y a déjà eu un autre webinaire sur le sujet. Donc, il y a des aspects qui sont ressortis de ceux-là et sur lesquels on va porter notre attention particulièrement aujourd'hui. C'est un sujet quand même assez large, mais on va essayer de pister certains aspects. Alors, premier élément, c'est que la santé mentale, en fait, en termes de cadre, quand on regarde le cadre pour la santé mentale des étudiants postsecondaires, nous, aujourd'hui, on va plutôt s'adresser à l'ensemble des étudiants. Donc, on va s'adresser particulièrement à tout le monde dans la classe. C'est vraiment pour l'ensemble des personnes. Donc, la structure institutionnelle, l'organisation, la planification et la politique peuvent en faire partie. Le climat, l'environnement favorable qui vont être incitatifs sur le campus et également la sensibilisation à la santé mentale dans la classe versus il y a quand même des aspects où les étudiants vont être intégrés, ceux qui vont être avec des problèmes d'adaptation et les étudiants avec des problèmes de santé mentale, mais disons qu'on va y aller dans une perspective vraiment très large. Si vous voulez, on peut aussi aller voir les acteurs, tous les différents acteurs, en fait, qui vont être impliqués dans la promotion de la santé mentale. Donc, si on pense aux étudiants au centre, qui vont être effectivement en dynamique, on va retrouver les gestionnaires,
les professionnels qui sont autour des professeurs et des étudiants et les enseignants comme tels également. Donc, si les différents acteurs abordent le sujet sous une approche un peu systémique, dans le fond, on peut tous avoir un certain impact. On va essayer de le définir comment cet impact-là, on pourrait le faire et comment particulièrement les enseignants aujourd'hui peuvent le mettre en place en collaboration avec l'ensemble des acteurs. Un autre aspect sur lequel j'aimerais attirer votre attention, dans le fond, c'est parler de santé mentale. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que ça serait l'absence de problèmes, de difficultés d'adaptation, par exemple? Donc, si on revient à l'idée de la santé mentale telle qu'elle est définie par l'Organisation mondiale de la santé, c'est une approche, dans le fond, qui va beaucoup plus loin que l'absence de difficultés. Donc, l'Organisation mondiale de la santé définit la santé mentale, je vous le rappelle, comme un état de bien-être permettant à chacun de reconnaître ses propres capacités, de se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie et d'accomplir un travail productif et fructueux pouvant contribuer à la vie de sa communauté. Donc, on est vraiment dans une perspective de quelque chose de très dynamique. Avec la perception positive de la santé mentale, c'est l'approche qu'on a choisi là, de prendre aujourd'hui pour vous parler justement de la santé mentale. Ça veut dire que si on pense aux pistes qui pourraient favoriser la santé mentale dans la classe, on pourrait penser aux facteurs de protection du stress. Comment on peut les mettre en place? Mais quels sont-ils? On vous en donne quelques-uns. Il y a les conditions qui vont favoriser l'apprentissage. Dans un groupe classe, qu'est-ce qui va se passer qui va créer cet apprentissage-là? C'est sûr qu'on peut se baser, entre autres, Mme Goyette nous le rappelait, nous avons eu une discussion sur les 4 piliers de l'apprentissage, qui sont la capacité à être attentif, donc l'attention dans la classe, l'engagement actif des étudiants, le retour de l'information aussi, donc avec une dynamique, et la consolidation. Ça, ce sont des conditions qui pourraient favoriser l'apprentissage, donc on va parler de cet aspect-là. On va parler aussi de la classe comme milieu de vie, celle qui favorise le bien-être étudiant. Quelle est-elle, cette classe qui favorise le bien-être étudiant? La classe comme milieu de vie. L'inclusion et le sentiment d'appartenance sont des éléments qui en font partie. Se sentir inclus, sentir qu'on fait partie du groupe. Pouvoir être authentique, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas dans la classe, pouvoir également le nommer. On considère que c'est un facteur de protection du stress. Et le plaisir d'apprendre, le plaisir de découvrir, de connaître, de se développer sur les plans qui sont requis là, dans la formation en question. On parle du bien-être chez les étudiants, mais on parle aussi du bien-être chez les professeurs. Comment développer ce bien-être-là pour être capable de le transmettre et d'avoir un rôle davantage de guide. Donc, pour les professeurs, on va parler de leur bien-être et de la passion finalement dans leur domaine, des espaces aussi pour de la formation, pour de l'accompagnement aux besoins et pour la résolution des problèmes complexes auxquels ils font face au quotidien. Donc, on peut penser que ces aspects-là sont des facteurs de protection du stress et vont davantage dans le sens d'une santé mentale positive. Donc, on parle d'un climat et un environnement qui va favoriser l'inclusion, l'organisation, la planification pour les étudiants. Et également, on reste aussi en lien avec l'idée qu'on peut être outillé pour répondre aux premiers indicateurs. Donc, par exemple, il y a des projets qui ont été aux indicateurs de stress. Des projets qui ont été mis en place, et ça aussi, c'est quelque chose qui sera abordé aujourd'hui. Quels sont les services qu'on peut offrir dans ce contexte-là? L'appui qu'on peut avoir et les possibilités de référence dans les services autour également, comme un lien là, avec notre milieu. Mais si on revient à la dimension de notre question, pistes pour favoriser la santé mentale dans la classe, je vous invite maintenant à dès lors écouter nos conférenciers et nous allons commencer avec Mme Landry. Mme Landry va nous parler aujourd'hui d'une approche de co-construction dynamique entre enseignants et étudiants. Une approche qui va permettre de construire
cette dynamique-là également dans des moments clés, quelque chose aussi de concret qui va se passer avec les étudiants à certains moments clés. Alors, si vous voulez bien aller, Madame Landry. C'est à vous. Merci. Merci, Madame Sabourin, pour l'introduction. Effectivement, pour aborder la santé mentale en salle de classe, j'ai pris la position un peu qu'une bonne santé psychologique, c'est vraiment une co-construction entre l'enseignant et les étudiants. Et donc, pour m'amuser un peu, j'ai lancé la question à mes profs étudiants la semaine dernière. J'enseigne à une classe d'étudiants en psychologie de l'éducation et je leur ai lancé la discussion en sous-groupe. Je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui favoriserait une bonne santé mentale en classe? Donc, j'ai répertorié un petit peu ce qu'ils m'avaient fait et je l'ai catégorisé dans le fond en deux grandes classes. Donc, on parle de savoir-être et de savoir-faire de l'enseignant. Donc, c'est sûr que les étudiants, ce qu'ils souhaiteraient en termes de savoir-être d'un professeur, c'est un professeur qui est ouvert, qui est tolérant, qui est disponible, qui favorise aussi la participation pour créer une atmosphère de confiance. Il privilégie le travail en sous-groupe. À l'université, on est souvent dans des amphithéâtres, dans des grands groupes. Donc, le travail en sous-groupe permet de partager des idées. C'est un contexte qui est moins anxiogène pour discuter que devant 60 étudiants. Ils ont dit aussi qu'ils aimeraient que les enseignants fassent appel à leur créativité dans la réflexion, donc plutôt une co-construction un petit peu moins hiérarchique dans le processus de construire et d'apprendre en classe. Du côté du savoir-faire, bon, les étudiants, ce qu'ils souhaitent, c'est un professeur qui connaît bien sa matière, qui est organisé, qui est clair aussi dans ses attentes, dans son approche, dans ses consignes, qui est capable de bien diriger les discussions quand il y a discussion pour éviter un petit peu dans les interventions non pertinentes. Ils ont mis aussi l'emphase sur la vulgarisation. Donc, un professeur qui peut bien vulgariser, qui crée des liens entre les choses et des liens pertinents pour permettre de faire un sens et d'augmenter l'intérêt, augmenter la motivation. Donc, évidemment, ils ont parlé aussi des évaluations. Les évaluations, c'est un facteur de stress important pour les étudiants. Donc, ils nous ont parlé que ils souhaiteraient avoir de la flexibilité dans les évaluations, donc de proposer des choix différents dans la façon d'évaluer les apprentissages. Donc, on peut faire le parallèle un petit peu avec la conceptualisation universelle, l'apprentissage, où on va proposer une variété de façons d'évaluer les apprentissages qui sont peut-être plus en phase avec différents styles d'apprentissage, mais qui répondent aussi à différents besoins. Les professeurs, maintenant, sont assez habitués de recevoir des lettres, par exemple, des étudiants en situation de handicap. On connaît les aménagements, mais ces aménagements-là aussi, pour la plupart, pourraient être utiles à d'autres étudiants qui n'ont pas nécessairement un diagnostic, mais pour X raisons vivent des moments difficiles, sont en détresse psychologique, sont fragiles à ce moment-là. Donc, on peut imaginer qu'avoir du temps supplémentaire pour répondre à un examen lorsque on est dans une période fragile, ça pourrait être très utile. Donc, quand on parle de santé psychologique, c'est beaucoup plus global. Et les enseignants ne connaissent pas individuellement non plus leurs étudiants. Donc, à ce moment-là, en présentant différentes façons de les évaluer, de travailler avec eux, on va chercher différentes façons de leur apprendre, passer l'information. Et comme psychologue avec les étudiants où je les rencontre, je trouve qu'une session universitaire, c'est très court. 15 semaines, c'est excessivement court, mais il y a comme 3 moments charnières où je me dis, c'est à ce moment-là qu'on peut mettre plus de choses en place pour aider les étudiants puis favoriser. Au premier cours, par exemple, les étudiants arrivent au premier cours, il y a beaucoup d'inconnus, c'est stressant. Juste de créer au premier cours une atmosphère qui permet peut-être aussi de créer des liens entre les étudiants. Les étudiants vivent énormément d'isolement à l'université. Donc, si dans notre salle de cours, on propose des sous-groupes, qu'on varie les sous-groupes, ça leur permet de créer des réseaux. Et on sait qu'avoir un soutien, c'est bon pour la santé mentale. Je connais des étudiants qui me disent, je ne parle pas à personne durant toute ma journée ou durant toute ma semaine dans mes cours, je ne les connais pas. Et si on ne crée pas ça,
bien, pour certains étudiants, c'est plus difficile de tisser des liens. Ça passe par aménager sa classe d'une façon à ce que les étudiants se parlent ou créer des situations de groupe comme ça. Donc, ça, c'est peut-être le premier temps dans la session. Ensuite, bien, il y a la mi-session. La mi-session, ça coïncide habituellement avec les premières évaluations. On sait que c'est stressant. Et la plupart des professeurs vont prendre un moment pour parler de l'examen, juste pour dire à quel moment, le contenu et tout ça. Ça pourrait être un bon moment aussi pour l'enseignant de parler des stratégies d'apprentissage, de dire comment on étudie un examen, comment on complète ses notes de cours, comment est-ce qu'on travaille la matière pour l'intégrer. Donc, ça pourrait être inscrit. Et je pense peut-être qu'il y a des professeurs qui ne seraient pas à l'aise ou les connaissent moins ces stratégies-là. Ben à ce moment-là, ce serait de pointer vers les outils, vers les ressources. Dans chaque institution, il y a des ressources pour apprendre à bien étudier, etc. Donc, les pointer vers ces ressources. Donc, le professeur a peut-être, lui, à connaître les ressources de son institution, à les inscrire aussi dans son plan de cours, parce que déjà au début de l'année, on peut dire qu'il existe telle et telle ressource par rapport à comment bien étudier, comment être un bon étudiant, mais aussi comment gérer son stress aussi. Donc ça peut être à ce moment-là. Et le troisième temps, c'est la fin de session. Les étudiants sont fatigués, les professeurs sont fatigués, de prendre un moment pour raviver ces stratégies-là. Vous vous souvenez de revoir, ça a moins bien été au courant de la session pour telle et telle raison, de pointer les difficultés, puis à ce moment-là, de les reprendre avec les étudiants pour leur donner une chance à ce que la fin de session se passe mieux. Donc, je le voyais un peu de cette façon-là et je me disais, comme c'est une co-construction, c'est quoi la part de responsabilité de l'étudiant? Bien, l'étudiant, lui, il doit se garder actif, c'est-à-dire qu'il doit prendre une part active dans son éducation, donc de s'engager, d'être présent en classe, de participer aux discussions, que ce soit en classe ou en périphérie de la classe, et de prendre les opportunités de parole. Nous, je sais que dans le réseau de l'UQ, il y a une entente d'évaluation en début d'année. C'est un moment dans le plan de cours de dire c'est pas clair, c'est quoi vos attentes? Quelles sont vos attentes de ce cours-là? Qu'est-ce que vous voulez faire? Si on se rend compte que ça nous angoisse ou la façon que le cours est organisé, bien, de le nommer. Et tout à l'heure, Mme Sabourin parlait de nommer. Et ça se fait de dire à l'étudiant, je trouve votre cours vraiment difficile. On peut aller voir le professeur avant un examen, par exemple, et lui dire, ce serait quoi la bonne façon, de quelle façon est-ce que je peux bien me préparer pour votre examen? En posant une question ouverte comme ça, on suscite la discussion. Le professeur peut donner différentes pistes et là, on peut travailler ensemble, on ouvre une discussion. Si le professeur ne sait pas que sa matière est angoissante, ben, il peut rien faire. Donc, l'étudiant a aussi comme responsabilité de le faire en individuel, en groupe, de demander est-ce qu'on peut revoir l'examen mi-session? Ça a été difficile. Ça, ce type de questions-là, beaucoup de gens l'ont raté. Comment est-ce qu'on se prépare mieux pour la fin de session? Donc, ça, c'est de prendre une part active. Et si le professeur ne peut pas répondre à la question pour X raison, bien, on peut aussi aller ailleurs, aller chercher d'autres documents, d'autres manuels, aller voir d'autres professeurs pour comprendre peut-être un bout de la matière qu'on n'a pas compris. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que l'étudiant doit aussi participer, être actif, aller chercher de l'aide. Donc, c'est dans ce sens-là que je voulais présenter un peu comment je voyais un peu la construction de trouver un environnement qui soutient une bonne santé psychologique en classe. Voilà. On n'entend pas. José, on t'entend pas. Oui, alors, désolée pour le petit élément technique. Merci. Donc, dans cet échange-là, dans ce processus-là, il y a vraiment un rôle dynamique des deux côtés. Hein? Il y a un rôle dynamique de l'enseignant qui va chercher à créer à des moments un peu plus charnières, dans le fond. C'est ça dont vous parlez. Donc, premier cours, mi-session, fin de session, avec des objectifs différents. Également, de la part de l'étudiant, toute la notion de l'engagement, d'ouvrir l'échange avec le professeur pour pouvoir mieux se préparer et nommer les attentes.
Alors, ben, je pense que ça nous donne déjà ça lance l'échange, la discussion à la fois de façon globale, mais aussi très concrète par des exemples. Et maintenant, j'inviterai Madame Goyette à nous parler de justement ce qui se passe en termes de la dimension un peu plus des enseignants. On va la nommer comme ça. Le bien-être enseignant. Qu'est-ce qui peut être également l'identité professionnelle constructive à construire? Comment ça se passe? Et le rôle du professeur pour favoriser la santé mentale. Alors, c'est à vous. Donc, ben merci. Je trouve que c'est assez complémentaire avec les propos de Mme Landry, ce que je vais vous présenter. Peut-être qu'il va y avoir des belles connexions qui vont se faire. Je suis spécialiste du bien-être en enseignement et je m'intéresse vraiment à savoir comment on fait pour être bien comme enseignant malgré les difficultés et je travaille là-dessus depuis une dizaine d'années à travers mes recherches puis aussi ma thèse doctorale. Et j'ai travaillé aussi sur le plaisir en enseignement au niveau de la maîtrise. Donc, tout ça pour vous dire que les recherches que j'ai faites jusqu'à maintenant m'ont fait découvrir que ce qui est le plus important, et ça, Mme Landry en a parlé, c'est le sens. Donc, pour être bien en enseignement, il faut qu'on crée un sens par rapport à ce qu'on fait et par rapport à notre profession. Donc, on se rend compte aussi que ce sens-là, ça se construit malgré les difficultés, mais ça se construit par le lien qu'on a avec les étudiants. C'est bien d'être un très grand connaisseur, mais si on n'est pas capable de bien transmettre et de bien accompagner nos étudiants dans ce qu'on a à faire, c'est-à-dire l'enseignement, ben à ce moment-là, le sens, des fois, on a de la difficulté à le trouver. Donc, plus on réussit à créer un sens, plus on se sent compétent dans ce qu'on fait comme enseignant. Et ce sentiment de compétence-là, ben, ça nous aide à exercer notre travail. Ça alimente aussi le sentiment d'auto-efficacité, si on veut. En fait, le bien-être, ben, c'est aussi par les relations qu'on a avec les relations positives qu'on a avec nos étudiants, mais aussi avec nos collègues, avec les gens qui nous entourent dans l'environnement dans lequel on évolue. On dénote que les enseignants qui ressentent du bien-être, ils se disent passionnés. Et quand on parle de santé mentale, ça peut être vrai que nos enseignants sont passionnés, mais ça ne veut pas dire que nécessairement la passion est l'élément incontournable pour être bien dans l'enseignement. Mais ce qui est important aussi de savoir, c'est que la passion, il faut faire attention parce qu'il y a la passion harmonieuse puis il y a la passion obsessive. Donc, Valran a travaillé sur cette dualité de passion-là et on se rend compte que si on ne réussit pas à être harmonieux dans notre passion comme enseignant, ça peut nous amener vers une détresse psychologique et peut-être amenuiser notre santé mentale. Donc, c'est quand même intéressant de voir que le bien-être de l'enseignant peut avoir des répercussions aussi sur les apprentissages des élèves ou des enseignants, des étudiants, là, quand on parle de milieu collégial ou universitaire. Donc, comment on peut arriver à ressentir du bien-être? Ben, ça nous amène à réfléchir au développement de l'identité professionnelle. Je travaille avec un collègue, Stéphane Martineau, et on a écrit quelque chose sur l'identité professionnelle positive, c'est-à-dire qu'en se basant sur le processus de développement professionnel qui a été développé par Goyer et ses collaborateurs en 2001, on se rend compte qu'il y a deux aspects à l'identité professionnelle. On a l'aspect personnel, c'est-à-dire relatif à l'individu, et on a l'aspect social qui est plus relatif à l'environnement dans lequel l'individu va travailler. Et ce qui est intéressant, c'est que le bien-être va beaucoup se développer au niveau des représentations qu'on va avoir de notre profession. Donc, on se rend compte que malgré les difficultés, il y a des individus qui vont réussir à avoir une représentation positive. Mais ces représentations positives-là, c'est vraiment à la suite de remises en question par rapport à leurs valeurs, à leurs croyances. Donc, ce que Mme Landry a présenté tantôt par rapport au petit sondage qu'elle a fait avec ses étudiants, c'est vraiment des représentations des étudiants par rapport à ce qu'un enseignant pourrait leur apporter, en fait. Donc, l'enseignant lui-même a ces représentations-là, des représentations au départ qu'il va modifier par rapport à l'interaction qu'il va avoir avec le milieu dans lequel il évolue. Et parfois, on a des remises en question parce que les valeurs et les croyances ne sont pas nécessairement
cohérente avec ce que l'on est comme individu. Et on peut voir à travers certaines recherches que les individus qui ne réussissent pas à trouver de cohérence et de sens dans ce qu'ils font, ben, va conduire vers une santé mentale qui va peut-être être peut-être plus négative. En contrepartie, il y a des personnes qui vont développer vraiment des forces de caractère ou des traits positifs de la personnalité qui vont les amener à persévérer, à être résilients par rapport à certaines choses, parce qu'on sait que le milieu de l'éducation, c'est pas toujours facile. Mais on peut le transférer aussi par rapport aux étudiants. Donc, les étudiants, plus ils développent leur identité en tant qu'étudiants, si on veut, plus qu'ils développent une confiance en eux aussi. Donc, le bien-être, comme en étant étudiant, peut se développer aussi. Puis, c'est un petit peu là-dessus que je travaille, là, sur les recherches que je fais présentement. Donc, c'est important de prendre conscience comme enseignant que l'on doit conjuguer avec toutes les difficultés, mais la façon de conjuguer, c'est de toujours trouver peut-être des choses positives à trouver malgré les difficultés, puis aussi, ben, se donner du temps pour se remettre en question sur nos approches pédagogiques, sur la façon dont on interagit avec les étudiants. Et ça, ben, ça m'amène à vous parler du rôle de l'enseignant pour favoriser la santé mentale chez les étudiants. Et là, le rôle de l'enseignant a beaucoup changé ces dernières décennies parce que traditionnellement, on a toujours l'impression que l'enseignant a le rôle de transmetteur de savoir. Justement, la profession enseignante, on doit, dans l'éducation, qui a beaucoup travaillé sur justement la profession enseignante, on doit comme évoluer avec tous les changements sociétaux et les individus qui changent à travers ces changements-là. Et l'école, c'est une micro-société, si on veut. Donc, l'enseignant n'a plus seulement le rôle d'être un transmetteur de savoir, mais il est un spécialiste de l'enseignement, bien entendu, mais aussi de l'apprentissage. Et c'est là des fois qu'au niveau du sentiment de bien-être, on a peut-être un sentiment peut-être moindre parce qu'on croit qu'on doit donner seulement de la matière, mais il faut s'intéresser vraiment à l'apprentissage. Et quand on s'intéresse à l'apprentissage des étudiants, la perspective d'enseignement qu'on a change. Donc, on doit vraiment se préoccuper à l'individu qui est devant nous et s'interroger au processus d'apprentissage eux-mêmes. Donc, c'est beaucoup plus complexe de dire, ben moi, je donne mon cours de 3 heures sur des concepts, puis ils s'arrangeront avec ce que je donne. Parce que c'est pas vrai que nos étudiants, quand ils arrivent au collégial ou à l'université, ils savent comment apprendre. C'est vraiment un leurre comme enseignant de penser que nos étudiants savent comment apprendre, puis savent leur stratégie, puis savent comment réussir à apprendre. Ils ont besoin de l'enseignant comme quelqu'un qui accompagne dans l'apprentissage et qui va créer des situations pédagogiques qui vont favoriser cet apprentissage-là. Donc, cette complexité-là de l'apprentissage, c'est pas tous les enseignants, malheureusement, qui réussissent à maîtriser cet aspect-là. C'est facile de donner des savoirs. On a des compétences d'animation, on donne des concepts, mais quand il faut réfléchir a priori à comment ces concepts-là vont être utiles, comment ces concepts-là vont faire en sorte que mes étudiants vont faire des liens entre la théorie et la pratique, puis être capable de contextualiser, bien là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est là souvent que les enseignants vont ressentir un sentiment d'incompétence, puis vont se sentir insécures, puis ils vont pas laisser dans leur approche beaucoup de place à justement donner un temps aux étudiants, bien insérer un lien parce qu'on ne sait pas trop comment faire. Donc, ce qui est important, c'est de s'intéresser à comment les étudiants apprennent. Puis ça, c'est de travailler dans l'identité professionnelle, travailler par rapport à nos croyances comme enseignants, puis essayer de croire aussi au fait qu'on doit enseigner, mais pour la collectivité, puis enseigner pour tous les étudiants qui sont devant nous, malgré leurs difficultés, parce que c'est vrai qu'il y a une hausse d'étudiants qui ont des difficultés à l'université et qui arrivent avec toutes sortes de diagnostics, mais ça n'empêche pas le fait qu'ils peuvent réussir. Maintenant, comme enseignant, il faut être au fait de ça, puis il faut arrêter de se dire, moi, c'est pas mon travail
mais bien devenir bienveillant par rapport à ces étudiants-là, des fois qui ont des difficultés, mais je pense qu'il faut être bienveillant par rapport à tous les étudiants qui se retrouvent devant notre classe. La bienveillance, c'est pas un concept de dire que je suis laxiste ou la bienveillance, c'est d'être exigeant, d'être encourageant envers ces étudiants-là. Donc là, maintenant, comment on peut réussir à encourager nos étudiants dans leurs apprentissages? Ben, c'est quand même une sacrée paire de manches des fois parce qu'on doit concilier ça avec les objectifs des cours, on doit réussir, mais si au moins on change notre perspective, Rogier, c'est un chercheur belge, parlait des perspectives au niveau de la formation universitaire, mais ça peut aussi s'appliquer au collégial, une perspective qui va être axée sur l'apprentissage. Ben, je crois que ça va aider à cultiver justement un meilleur environnement au niveau là, de notre cours, de nos cours, mais aussi de l'institution éventuellement. Puis quand on est bien à l'école, ben ça favorise l'apprentissage, bien entendu. Oui, donc, oui, dans le fond, ce dont vous parlez, là, il y a plusieurs enjeux. C'est sûr qu'avec la dimension du rôle de bienveillance, ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort comme une bienveillance, mais comment on la vit, cette bienveillance-là? Il y a plusieurs aspects que vous avez abordés, dont celui de la création du sens comme professeur, la création d'un sentiment de cohérence. Et quand on parle du lien, du sens, on parle beaucoup dans le fond, de la passion, mais plus avec la passion harmonieuse versus la passion obsessionnelle. C'est ça donne vraiment des pistes et je pense que les enseignants peuvent se reconnaître dans la différence entre les deux. Ressentir le bien-être va aussi être dans ce que vous présentez, cette idée de se construire, donc se remettre en question, se repositionner au niveau de nos représentations et des valeurs, comme un processus en lien avec les étudiants. Et là, ça fait lien avec ce que Mme Landry mentionnait dans cet échange-là, que les étudiants peuvent apporter. Le professeur va continuer de se construire et de se positionner. Également, vous avez mentionné l'idée de l'enseignement pour tous, l'enseignement plus universel, comme par exemple dans l'approche de la conception universelle d'apprentissage, on tente en tout cas d'aller vers la majorité. Dans cette approche, on peut parler pour vous clairement d'une différence là, dans le rôle du professeur qui a évolué depuis plusieurs années, c'est-à-dire de passer du rôle de transmetteur de savoir au rôle où est-ce qu'on s'intéresse en profondeur à comprendre, à saisir le défi de ce que c'est apprendre. Qui sont nos étudiants, comment ils vont apprendre là dans ce groupe, par exemple, et tout le monde. Donc, on voit qu'il y a une dimension très active aussi, mais beaucoup plus spécifique à travers des moyens également, des positions, je dirais, des façons de se positionner comme professeur, mais aussi des moyens concrets avec les étudiants. Si on va voir maintenant avec une autre dimension de la question, M. Chassé va nous parler du rôle des acteurs qui gravitent autour de l'étudiant, de l'idée d'être capable de créer un milieu de vie, qui soit à la fois convivial et sécuritaire. Donc, quelque chose qui donne une ambiance dans la classe. Alors, voilà, c'est à vous. Bonjour tout le monde. Bonjour à mes collègues du Nouveau-Brunswick. J'ai constaté qu'il y a des gens de peu partout qui assistent à notre présentation. Je voulais situer peut-être la mienne, en fait, à partir d'une expérience que j'ai vécue en tant qu'étudiant. J'ai eu beaucoup de difficultés, moi, à vivre la transition secondaire collégiale. J'ai failli abandonner mes cours. Et je me rappelle très bien qu'il y a eu un moment charnière où je suis allé rencontrer mon aide pédagogique. Et je ne me rappelle pas trop de ce que j'ai dit, de ce qui a pu se passer à ce moment-là. Ce dont je me rappelle, par contre, c'est de sa bienveillance, justement, de sa disponibilité, du temps qu'il a pris avec moi pour me soutenir. Et au sortir de la rencontre, je me rappelle très bien de m'être senti beaucoup plus fort, galvanisé même. Je m'étais dit qu'à ce moment-là, j'étais en mesure de passer à travers et j'ai constaté que j'avais des difficultés d'adaptation qui étaient liées surtout à des difficultés d'apprentissage, des difficultés liées aux méthodes de travail, puis aussi des difficultés liées au sens à donner à mes études parce que je n'avais pas de projet professionnel, je n'avais pas d'objectif, je ne voyais pas l'intérêt des cours. Alors, cette expérience-là teinte beaucoup ce que je fais et je pense qu'il faut toujours situer
nos interventions dans un contexte plus large. On a une mission d'instruire, de socialiser, de qualifier, mais pour arriver à atteindre ces objectifs-là, je pense qu'il faut aussi créer des conditions qui vont être propices à l'intégration des étudiants. Et pour ça, il faut tenir compte de, moi j'ai nommé 3 enjeux, là, des enjeux d'ordre cognitif qui ont été très bien mentionnés, très bien nommés par mes collègues, des stratégies d'études lacunaires, des habiletés métacognitives ou des prérequis qui sont plus ou moins bien maîtrisés par certains étudiants. Donc l'enjeu cognitif, pour moi, il est évident. Il y a des enjeux au plan affectif aussi qui peuvent être des obstacles importants à la transition. Donc, simplement des difficultés de transition associées à l'adaptation à une nouvelle institution, adaptation à une nouvelle ville. Des problèmes de santé mentale qui apparaissent souvent à cette période-là. On sait qu'il y a 1/3 de nos étudiants là, de 15 à 24 ans qui disent avoir un niveau de détresse élevé selon l'Institut de statistique du Québec. Alors, pour moi, ça témoigne d'une réalité assez importante à laquelle il faut porter attention. Il y a des enjeux identitaires, existentiels aussi qui sont super importants à ce moment-là et dont il faut tenir compte si on veut que l'étudiant puisse se déployer de façon optimale aux études supérieures. Et l'autre enjeu qui n'est pas souvent mentionné, que je considère hyper important, c'est l'origine socio-économique qui en effet est hyper important dans la transition, dans l'adaptation aux études supérieures et l'environnement bien sûr dans lequel les étudiants travail gravite. Pour moi, c'est peut-être même cet élément-là qui a le plus d'importance. C'est là-dessus que je voulais insister parce que je crois qu'on a un rôle, en tant qu'institution, on a un rôle, en fait, qui vise à contrer un petit peu les effets socio-économiques délétères que certaines personnes peuvent avoir dans leur bagage. Alors, c'est pour ça que le projet là, dont il est ici question, là, qui nous a vraiment mobilisés ici au Cégep pendant un an, a prouvé, en tout cas a démontré qu'il faut aussi parfois sortir de la classe, aller mobiliser l'ensemble des acteurs du collège pour les rendre sensibles à ces enjeux-là que je viens d'évoquer. Puis on sait que l'élément, en fait, la période la plus importante où il faut, je dirais, mettre nos énergies, c'est en première session, première année, que ce soit au Cégep ou à l'université, il y a des enjeux qui vont ressortir à ce moment-là. Il faut être sensible, disponible, prêt à intervenir. Alors, en conclusion, je dirais que nos institutions, oui, ont le devoir d'instruire, les professeurs ont le devoir d'être compétents et d'avoir des exigences élevées, mais pour arriver à ce que l'étudiant puisse s'intégrer, il faut s'assurer de transmettre les outils nécessaires à la transition des étudiants. Donc, ça comprend tout ce que j'ai mentionné tantôt, les stratégies cognitives, métacognitives, bien présenter les finalités du programme, du cours, donner une rétroaction fréquente sur les évaluations qu'on fait faire aux étudiants, particulièrement au début de la session. Créer des occasions de médiation en classe, c'est-à-dire des activités où il y a des interactions directes avec le professeur entre étudiants. Je sais, France l'a mentionné, c'est pas toujours facile aux études supérieures, les groupes sont nombreux, mais je pense qu'il faut avoir ce souci-là. Donc, transmettre dans un premier temps ces outils-là. Offrir un environnement favorable. Donc, ça peut être par l'entremise d'activités, par exemple l'accueil par programme qu'on va faire ici au Cégep de Saint-Hyacinthe, systématiquement dans chaque programme. Trouver une façon de développer un sentiment d'appartenance. Avoir un mécanisme de suivi, de dépistage des étudiants en difficulté. C'est le cas du projet Vigie ici qu'on a mis en place, qui a très, très bien fonctionné. J'en parlerai un petit peu plus tard dans la présentation. En fait, déployer une palette de services variés pour répondre à une multitude de besoins. C'est pas vrai que tous les étudiants arrivent avec des besoins identiques. Il y a des besoins très, très différents d'un étudiant à l'autre. Alors, il faut s'assurer d'avoir une palette de services qui répond à ces besoins-là. Créer une relation éducative dans la classe, comme Nancy le mentionnait, là, vraiment savoir que l'élément central au début pour les étudiants, c'est l'accueil qu'il va recevoir dans ses cours, dans sa classe, la relation qui va s'installer avec son enseignant. Donc, c'est un élément qui est central, justement, dans l'environnement dans lequel il va s'inscrire. Plus de disponibilité. Puis l'autre élément, favoriser la concertation avec les acteurs. Donc, ce qu'on a fait par l'entremise du projet Vigie, donc je termine avec ça, c'est qu'on a, je dirais, travaillé fort, ma collègue et moi, Marie-Pierre Charette, là, du Cégep de Saint-Hyacinthe, à rassembler tous les acteurs. Ça comprend les professeurs, ça comprend les professionnels, ça comprend les directions qui ont été très, très soutenantes dans le déploiement de cette stratégie-là. Alors, ce qu'on a fait, comme beaucoup d'autres collèges, par exemple, je pense à Limoilou, c'est qu'on a mis en place un mécanisme de dépistage des étudiants qui ont des difficultés. Le professeur nous le signale. Donc, justement, comme les profs ne sont pas toujours à l'aise avec des questions d'ordre plus psychosocial, d'ordre en lien avec la santé mentale, donc on a quand même
je dirais, donner l'occasion à ces professeurs-là de nous signaler des situations par le biais d'un formulaire qu'ils vont remplir, des situations qu'ils trouvaient problématiques, qui peuvent être en lien avec des attitudes, des comportements, des réactions, des absences, des difficultés scolaires. Alors, il y a un mécanisme qui est mis en place très, très tôt dans les premières semaines de cours pour que nos équipes, les intervenants, puissent justement rencontrer l'étudiant, prendre le temps d'identifier les sources de difficultés, les enjeux justement qui portent ombrage à sa réussite aux études supérieures. Alors, ça a été étonnamment un grand succès. On a déployé ce projet-là dans 5 programmes. J'ai reçu des centaines de signalements des étudiants qui peut-être n'auraient jamais pu recevoir l'aide, être accompagnés dans leur transition. Alors, pour moi, oui, on peut intervenir en classe, oui, on peut être sensible à la réalité, on peut créer des conditions favorables à la réussite en classe, mais je pense qu'on ne peut rien faire seul. Il faut toujours se voir comme partie prenante d'une communauté qui a une responsabilité partagée. Plus on va se parler, plus on va se réunir, plus on va, je dirais, s'auto-éduquer sur ces enjeux-là qui sont propres aux études supérieures, plus on va arriver à, je dirais, faciliter la transition de nos étudiants qui arrivent. Alors, je suis un peu nerveux, donc je suis peut-être allé vite, là. Mais je voulais juste faire ressortir surtout l'importance de justement d'être sensible aux enjeux puis d'intervenir de façon très rapide auprès des élèves pour éviter justement que les problèmes de santé mentale deviennent incontrôlables. Parce que souvent, justement, on peut éviter ce genre de situations-là qui peuvent générer de l'anxiété. Oui, puis dans ce que vous présentez ici, il y aurait peut-être, ça pourrait être intéressant de voir comment ça s'est construit avec les enseignants de façon concrète, là, comment ça se passait quand justement les enseignants le présentaient, puis les liens avec vous, comment c'était? En fait, les enseignants au départ, il y a toujours cette espèce de souci-là, puis j'ai été moi-même professeur, là, ce souci-là de materner les étudiants. Je vais utiliser un terme un peu péjoratif, là. Je devrais dire paterner aussi, là, si je ne veux pas créer de tension genrée. Donc, il y avait une crainte de trop aller au-devant parce que dans la conception des enseignants, Mme Goyette l'a soulevé, là, dans la conception de beaucoup d'enseignants aux études supérieures, l'autonomie devrait déjà être présente chez les élèves, alors qu'on sait très bien que ce sont des jeunes adultes qui n'ont pas tous les outils, qui n'ont pas tout le bagage nécessaire à leur adaptation. Alors, ce qui a été peut-être difficile un peu, c'est de convaincre les profs du fait qu'il faut, je dirais, accompagner l'étudiant vers l'autonomie. Ce n'est pas quelque chose qui se gagne tout seul. L'autonomie ne veut pas dire « je m'arrange tout seul ». L'autonomie veut dire être en mesure de faire appel aux ressources, aux services mis à sa disposition pour justement gagner un peu plus cette autonomie-là. Alors, au début, ça a été beaucoup de travail de ma collègue Marie-Pierre Charette qui a fait le tour des départements, qui a rencontré les professeurs, qui a répondu aux questions, qui a tenté de démystifier certains enjeux relativement justement à la transition secondaire collégiale. Et à partir du moment où les gens voient que notre intérêt est le même, c'est-à-dire qu'on veut arriver à instruire, socialiser, puis à qualifier nos étudiants, à partir du moment où on présente les choses sous l'angle de l'étudiant, les gens vont se mobiliser, les gens vont être sensibles et vont porter une attention particulière à la réalité de nos étudiants. Alors, ce que ça veut dire, au fond, c'est qu'on ne demande pas aux gens d'être psychologues ou d'être pédagogiques, on leur demande juste d'être vigilants, d'être sensibles et de créer des occasions de rencontre pour que ces interventions-là puissent se faire. Donc, l'engouement a été facile et même ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a plus de programmes qui auraient aimé pouvoir participer au projet de dépistage précoce. Donc, on avait 5 programmes ciblés en fonction des indicateurs comme le taux de réinscription au 3e trimestre. Mais on a dû surseoir un petit peu aux demandes de plusieurs départements qui auraient aimé s'embarquer dans le projet parce qu'ils ont tout de suite vu les impacts que ça pouvait avoir justement sur l'engagement. Donc, on revient toujours à l'engagement des étudiants, puis leur des cours pédagogiques. Une phrase de Confucius, mieux vaut allumer une chandelle que de maudire, là, parce que j'étais prof et quand j'étais conseiller pédagogique, une phrase de Confucius, mieux vaut allumer une chandelle que de maudire l'obscurité. Alors, je pense que ça clôt pas mal ce que j'avais à dire. Oui. Eh bien, dans le fond, c'est ça, c'est que avec un projet comme ça, ce dont vous parlez, dans le fond, c'est que non seulement les enjeux dont on a traité depuis le début, c'est-à-dire les aspects cognitifs,
On y rajoute aussi les aspects relationnels. On parlait de dimension justement de la relation éducative, d'un sentiment ou l'aspect affectif. Les étudiants également nommaient, c'est intéressant de se sentir en confiance dans la classe. Ça, c'est d'autres choses. Les enjeux identitaires aussi existentiels qui font qu'il y a quand même une période charnière de développement et que la dimension de l'autonomie va être en construction, là. Il y a on peut faire le lien avec peut-être toute l'approche avec les étudiants qui vont développer un lien sur un certain nombre d'années, même par rapport au doctorat, là. Donc, dans le fond, il y a une construction de l'autonomie qui se fait tout au long des études. Et vous avez parlé aussi beaucoup de première année, première session, comme un moment clé également. Pour les milieux, il y a une personne justement qui nous mentionnait qu'au cégep de Limoilou, tous les programmes ont maintenant accès au module, c'est-à-dire un système d'alerte pour les étudiants en difficulté et qui mise aussi sur la première session. C'est un projet qui a été mobilisant et porteur, nous dit Mme Morin. Donc, dans son cégep à Limoilou, ça aussi, c'est quelque chose qui a été donc une belle dynamique de cohérence. On s'est beaucoup inspiré de Limoilou. Ouais. OK. Donc, on voit qu'on s'inspire justement de ce qui se fait en termes de pratique et qu'à ce moment-là, on est en construction. Il y a dans la globalité aussi des aspects sur lesquels on pourrait revenir, je vous poserai, on peut lancer la période de questions. Puis vous pourrez réagir. Donc, la première question qu'on a ici, sur laquelle on s'est penché, c'est quand on parlait des facteurs de protection, écoutez, vous en avez déjà parlé beaucoup, hein, créer la classe comme milieu de vie. Mais on pourrait penser aux activités, à d'autres activités qui pourraient créer cet aspect-là. Il y a énormément de choses qui ont été dites, mais est-ce que vous voudriez en rajouter, préciser des aspects? La classe comme milieu de vie, ça pourrait aussi être quoi? Donc, je vous laisse la parole. Madame Goyette, oui? Oui. Pour faire, comme on dit, du pouce sur ce que Éric disait tantôt, on parle d'autonomie. L'autonomie, c'est pas juste d'être capable de faire une tâche seule, c'est aussi être capable de faire des choix. Donc, comme pédagogue, habituellement, pour réussir à instaurer une classe, un environnement qui est sain pour l'apprentissage, c'est vraiment aussi de leur donner la parole, de les faire travailler avec les concepts qu'on veut leur enseigner, bien entendu, leur permettre l'erreur aussi et leur permettre de faire des choix parce que souvent, quand on met un cadre de classe qui est vraiment très, très restreint, où l'enseignant donne les consignes, où l'enseignant enseigne les savoirs et où l'étudiant n'a pas de place vraiment, sauf écouter et prendre des notes, ça ne contribue pas nécessairement à se sentir bien dans l'apprentissage qu'on fait souvent. Donc, réussir à faire des espaces où justement on peut communiquer entre étudiants, je reviens à ce que Mme Landry disait tantôt, être capable de travailler ensemble sur des concepts, essayer de contextualiser les choses, de discuter, ça peut être un outil qui peut être vraiment avantageux parce que plus qu'on se connaît entre nous, bien plus qu'on peut réussir à développer une belle relation, un bel environnement d'apprentissage, mais il faut que l'enseignant aussi soit capable de bien gérer ça et d'être moins restrictif au niveau de ses consignes, laisser l'étudiant faire des choix aussi par rapport à certains aspects qu'il veut aller visiter pour justement le motiver davantage dans ses apprentissages et lui permettre la participation. Alors, en fait, ce dont vous parlez, c'est vraiment l'idée de la position des étudiants de pouvoir choisir certains aspects, que ce soit au niveau, par exemple, de la matière comme telle ou dans la pédagogie, même dans le cours, et également la contextualisation, par exemple, le lien avec l'actualité, la souplesse. Donc ça, ce sont des éléments qui permettent de vraiment construire de façon plus concrète en classe. Il y avait Mme Landry également qui avait quelque chose à ajouter sur ces activités-là pour créer un milieu de vie. Et dans créer un milieu de vie et pour continuer sur l'idée de faire sens aussi, pour les étudiants, de faire des liens avec le milieu de travail éventuel.
Les étudiants ne sont pas tous dans des programmes professionnalisants. Il y a dans certains contextes, là, je pense en éducation, où on devient professeur, alors que dans d'autres programmes, je pense en psychologie, le bac en psychologie ne mène pas directement à une profession, là, il faut plusieurs étapes, mais de faire des liens entre des possibles milieux de travail, à quoi ça va servir. Les étudiants sont souvent à la recherche de trouver un sens, à quoi ça va me servir cet apprentissage-là. Donc, plus on peut faire de liens, et c'est très varié, je pense en psychologie, le type de travail que tu peux faire par la suite est très varié, mais de créer, de dire à quoi ça pourrait servir, dans quel contexte. Et à ce moment-là, je trouve que ça contribue à créer un sens. Oui, donc dans le fond, de pouvoir faire un lien avec la profession, surtout si on est dans un programme qui s'en va justement vers une profession plus spécifique. Là, ben, à ce moment-là, ça peut dynamiser beaucoup puis créer ces échanges-là, toujours dans l'idée du sens. Hein? C'est ça qui est derrière. Donc, créer le sens, créer la cohérence. Monsieur Chassé? Bien, peut-être un élément sur lequel j'aimerais insister, c'est sur l'importance du lien de confiance, de la relation éducative. On l'a évoqué plusieurs fois, mais encore là, en tant que garçon, vous savez que les garçons n'ont pas tendance à faire appel aux ressources ou à aller au-devant des difficultés qu'ils peuvent vivre. D'ailleurs, avec le projet Vigie, le fait qu'on les convoque, qu'on les rencontre, on a remarqué qu'il y avait une augmentation de la fréquentation des services par les garçons. Alors moi, je me rappelle très bien de gestes pédagogiques qui m'ont beaucoup aidé à m'intégrer. Je pense à Roger Caron, un de mes professeurs de secondaire, qui rencontrait systématiquement chacun de ses étudiants 10 minutes. C'était pas grand-chose, c'est juste prendre le temps d'établir le contact, voir où est-ce qu'on en était dans nos apprentissages, c'était quoi nos projets de vie. Je me rappelle d'autres professeurs qui faisaient des activités qui permettaient l'interaction, la rétroaction directe en classe. Des professeurs on peut nous parler de modèles, là, qui se présentaient aussi parfois de façon plus humaine, qui pouvait laisser paraître certaines failles, certaines difficultés, qui s'offraient en exemple aussi pour que les étudiants sentent qu'ils font partie, qui sont normaux, qui sont tout à fait normaux et qui peuvent vivre certaines difficultés. Alors, le lien de confiance, pour moi, il y a des actions simples qui peuvent arriver à créer ce lien-là. Sans avoir à entrer dans une relation, je dirais, psychologique avec nos étudiants, il faut juste créer des occasions pour établir ce lien-là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui résistent à cette idée-là. C'est pour ça que je présente les choses de façon plus globale en essayant d'intégrer tous les acteurs d'institution, parce que je comprends qu'il y en a qui n'ont pas du tout le goût ni ni l'intérêt d'investir cet aspect-là de l'enseignement. Mais je le dis parce que ça a été déterminant pour moi et comme je pense pour beaucoup de garçons particulièrement. Dans leur parcours, c'est une réalité à laquelle je m'intéresse de plus en plus, puis je tenais à le soulever. Oui, bien, la dimension de créer le lien, c'est chercher à le créer avec tous les étudiants, c'est ça, hein, c'est de pouvoir aller vers eux, indépendamment de leur situation, donc d'aller avoir des pratiques qui permettent de savoir qu'est-ce qui fonctionne davantage. C'est ça qui est votre questionnement pour créer cette relation éducative-là simple, mais qui tienne compte aussi du professeur. Par exemple, l'idée que le professeur puisse, en nommant simplement, que c'est possible de se tromper, pourrait créer une situation où est-ce que ça sera possible de faire des essais-erreurs dans l'apprentissage. On sait qu'on apprend de toute façon par essais-erreurs principalement. Donc, tout l'espace pour la possibilité de voir la réussite comme un processus où il y a des moments où il y aura des échecs et il y aura des moments où on va continuer et créer ce lien-là. Alors, il y avait aussi Mme Landry qui voudrait ajouter quelque chose. Oui, dans la première session, on pense aussi à l'université, c'est peut-être, c'est très visible, tous les étudiants étrangers. On a beaucoup d'étudiants étrangers. On pense aux étudiants qui font des retours aux études, les étudiants parents, les étudiants autochtones. Il y a aussi tellement de diversité et donc d'où l'intérêt de partir sur du bon pied au niveau des stratégies, de connaître les ressources. Donc, le début du programme, les débuts de session, c'est tellement charnière et tellement important parce qu'il y a tellement une diversité d'étudiants qui arrivent et qui ont des difficultés ou des défis sur divers plans qu'on ne peut pas soupçonner. Donc, absolument. Mm-hmm. Oui. Madame Goyette?
Pardon, j'avais fermé mon micro. Je reviens sur l'essai-erreur dont vous discutez. L'essai-erreur, c'est vraiment capital dans l'apprentissage. Là, plusieurs chercheurs, dont Mérieux, le disaient, mais ce qui est important de bien comprendre aussi, c'est qu'au-delà de l'enseignant, il y a l'institution, puis les institutions québécoises, de plus en plus, sont guidées par une idéologie un petit peu plus néolibérale qui est axée sur l'individualisme et sur le fait que, rendu aux études supérieures, ben, on veut former des gens qui vont être des winners, excusez-moi l'expression anglophone, mais ça prend tout son sens, et que les étudiants qui sont là, mais qui ont beaucoup de difficultés, ben, ils deviennent comme un peu un boulet à cette représentation-là de la réussite. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que ça se répercute dans les classes et souvent, ben, il y a des enseignants qui vont pas vraiment privilégier l'apprentissage, les approches dans ce sens-là parce que eux, ben, ce qu'ils veulent, c'est vraiment leur donner tout le savoir qu'ils vont avoir pour être certifiés et finalement avoir un travail et avoir, bon, une réalité sociale extraordinaire. Ce qui est dommage, c'est que les approches pédagogiques qui favorisent justement l'apprentissage par essai-erreur, ben, d'un autre côté, on parlait d'évaluation, ben, il faut utiliser l'évaluation comme étant beaucoup plus un dispositif pédagogique qu'un dispositif certificatif. Et souvent, l'évaluation, c'est là, on en parlait tantôt, que le stress augmente, que la santé mentale des gens ben, diminue parce que c'est là qu'on alimente beaucoup d'émotions négatives. On n'a pas confiance en soi, on ne croit pas réussir, on décourage. Et là, on se retrouve avec cette approche-là ou cette vision-là de l'éducation comme étant plus, on fait un peu de la chair à canon pour les entreprises, ben, fait en sorte que l'être humain souffre à travers ça. Et là, c'est là qu'on a à conjuguer avec des étudiants qui ont des problèmes au niveau de la performance, qui ont des problèmes, bon, et l'évaluation, ben, on l'aperçoit vraiment comme, ben, tu peux pas avoir le droit à l'erreur. C'est soit que tu fais et que tu réussis, soit que tu échoues. Et le message, quand on échoue, ben, c'est vraiment que comme individu, on n'est pas bon. Quand on sait que le dispositif évaluatif, il peut être contestable, puis c'est pas la personne qu'on évalue, mais vraiment, je pense, changer la perspective, puis pour aider, puis faire je pense changer la perspective, puis pour aider, puis faire un environnement éducatif dans notre classe vraiment sain, où les gens ben, vont mettre de côté cette préoccupation-là d'évaluation certificative pour dire, ben, regarde, on fait ça pour toi, pour tes apprentissages, pour que tu évolues. Mais il y a encore beaucoup, je crois, d'évolution à avoir pour que dans les pensées, ça change cette perspective-là qui n'est pas nécessairement toujours positive pour la santé mentale des enseignants et des étudiants. Donc, dans le fond, Mme Goyette, vous abordez un élément vraiment social hein, sur les valeurs qui vont être associées justement au type d'apprentissage qu'on favorise dans la classe. Donc, la dimension certification est une chose, mais la dimension de pouvoir vraiment développer le processus par essai-erreur en est une autre. Vous appelez un changement de perspective, finalement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose par rapport à ça? Alors, je pense que... Oui, M. Chassin. Non, j'allais dire que je trouve que ce que Mme Goyette présente, c'est, je dirais, le symptôme de toute la société, là, donc une perte de repère, une perte de sens. Moi, ce qui m'aide, c'est de revenir aux conceptions humanistes là, qui sont à l'origine de mon engagement en éducation. Et je pense que si on avait une intervention à faire auprès des enseignants, justement, pour favoriser leur propre santé mentale, ce serait de travailler à ce niveau-là, donc à identifier un peu plus précisément c'est quoi quel sens ils donnent à leur travail, mais aussi à mettre leur travail en lien avec des valeurs plus fondamentales, plus mobilisantes, qui issues de l'engagement. Pour moi, ça a toujours été la conception humaniste là, qui a été, je dirais, le moteur de mon engagement et ça demeure encore aujourd'hui une source de réconfort là, quand il y a des journées où ça va moins bien. Donc, je pense au rapport parent, mais je pense aussi aux auteurs là, comme Rogers, Maslow, Krishnamurti, donc des auteurs qui se sont prononcés sur justement des visées beaucoup plus globales en lien avec notre travail en éducation. Donc, pour moi, s'il y a une intervention à faire alors, en amont, ça serait celle-là, puis je suis totalement d'accord avec Mme Goyette là, sur cet aspect-là.
Alors, je vous invite justement à aborder la deuxième question, mais peut-être juste avant, mentionner qu'il y a des gens qui nous parlent et qui nous disent qu'au Cégep également de Sainte-Foy, au Cégep Jean-de-Brébeuf, il va y avoir des interventions de dépistage précoce aussi, donc des gens qui sont mobilisés dans le milieu particulièrement pour la première session. On parle, dans le fond, aussi d'un aspect sécurisant pour les professeurs, de savoir que c'est présent. C'est comme une dimension qui vient appuyer les professeurs aussi, parce qu'on cherchait justement des aspects plus pour comment aller les appuyer et également aussi les convaincre. Donc, je vais lancer la deuxième question qui s'approche de la première, mais qui est son pendant. Donc, comment favoriser les facteurs de protection pour l'enseignant, pour les professeurs, pour les personnes qui sont justement les fameux guides. Beaucoup d'aspects ont été mentionnés, il y a beaucoup de choses, déjà particulièrement sur justement la prise de position, les valeurs qui guident dans la souplesse, la cohérence, la dimension de la bienveillance. Est-ce que vous voyez autre chose qui peuvent aider, dans le fond, les professeurs à favoriser leurs facteurs de protection du stress? Je vais laisser la parole. Je viens de parler. J'avais envie de parler peut-être à l'université, on est énormément de chargés de cours. Et autant qu'on dit que pour les étudiants, l'isolement est un problème, bien pour les chargés de cours, c'est un peu le pendant aussi. On est un peu isolés dans le sens qu'on flotte un peu dans l'université. Je sais que j'ai un bureau, je crois jamais personne. J'ai quelques contacts avec le département pour certaines choses, mais on sent, surtout dans une grande université, un peu flottant à travers ça. Fait que notre identité, elle se développe dans notre classe, mais beaucoup moins avec nos collègues, parce qu'on ne les croise pas, nos collègues. Donc, une chance, on a accès, par exemple, à des ateliers, des choses comme ça qui sont intéressantes, mais il reste que cet aspect-là pour les chargés de cours, ça reste que c'est encore un peu flottant. Oui, donc particulièrement des situations où les professeurs vont être isolés. Madame Goyette? Bien, pour continuer sur ce que Madame Landry expose, c'est vrai que c'est une problématique et que au niveau du bien-être, Seligman a parlé d'éléments du bien-être, dont les relations positives. Les relations positives sont vraiment importantes pour réussir justement à se protéger comme être humain, par rapport au stress, mais par rapport à certaines choses. Puis, de ces relations-là, il y a des émotions positives qui sont là aussi pour aider. Donc, c'est rare dans une institution de réussir et être heureux sans nécessairement avoir un filet social où des gens sont là pour nous et qui nous amènent des fois à aller plus loin si on veut, là. Donc, il n'y a pas d'apprentissage s'il n'y a pas de consultation collective, si on avance beaucoup avec les autres. Donc, et c'est relié vraiment au bien-être. Donc, ce que Mme Landry expose, c'est vraiment que la solitude peut être un élément négatif, un élément qui peut susciter probablement du stress chez certains individus, puis qu'il faut trouver des moyens comme institution pour favoriser beaucoup plus de concertation, beaucoup plus de conversation et de relations positives entre les différents acteurs d'un programme quand on parle des enseignants universitaires collégiaux. Puis cette concertation-là va faire en sorte, d'une part, que les individus ne se sentent pas seuls, mais d'autre part, ces discussions-là vont faire en sorte que les programmes vont être d'autant plus de qualité parce que les gens se parlent entre eux. Et là, on n'a pas l'impression d'être seul dans notre petit bocal. On sait que si on parle de telle chose dans notre cours, qu'un collègue va en parler peut-être aussi, mais va montrer un autre aspect de ce concept-là. Donc, on ne se sent pas seul non plus comme enseignant, parce qu'on sait qu'il y a d'autres enseignants qui vont venir comme renforcer des fois les concepts qu'on enseigne nous-mêmes en classe. Donc, c'est extraordinaire de pouvoir réussir à y arriver, mais c'est très difficile dans les institutions présentement de pouvoir réussir à faire ça de façon globale. Donc, vous parlez dans le fond d'une approche programme dans les milieux où c'est possible de le faire, d'arriver à s'entendre et
développer une vision commune, en fait, avec chacun ses différences, de vraiment travailler de façon concertée, mais également, quand c'est pas encore ça ou c'est pas tout à fait possible, de voir des alliés, de se trouver des alliés dans le milieu, parce que c'est ce qui fait qu'on va avoir un enthousiasme à ce moment-là. Hein? C'est surtout ça, de créer cet espace-là pour discuter. Des alliés dans le milieu et des alliés aussi parfois dans d'autres institutions. Oui. Excusez-moi, et surtout, alliés enseignants, mais alliés aussi professionnels. Les conseillers pédagogiques, souvent, sont là pour nous aider. Je ne parle pas seulement entre enseignants, mais je parle d'une globalité de collègues qui gravitent autour de nous, puis d'aller chercher les ressources. On veut que les étudiants puissent aller chercher les ressources nécessaires, mais je crois qu'en comme enseignants, on doit le faire aussi. Puis, on a des belles ressources des fois sur lesquelles on pense pas que ça existe ou on n'ose pas aller cogner à la porte d'un collègue. Donc, c'est peut-être une solution. Oui, une solution vraiment dans la perspective des ressources des professionnels aussi et de pouvoir échanger. Madame Landry parlait un peu plus tôt d'ateliers qui peuvent se donner parfois selon les ressources du milieu. Monsieur Chassé parlait justement de cette idée peut-être du centre d'aide à la réussite même quand on a fait la présentation. Est-ce que ça devient un lieu de collaboration finalement entre les acteurs? Monsieur Chassé? Oui. En fait, je reviens toujours à mon propos initial, c'est-à-dire l'importance de... C'est un peu sous l'angle systémique qui a été évoqué au début, mais dont on n'a pas parlé encore, là, mais je pense qu'il faut voir les choses de cette façon-là. La chaîne est aussi forte que le plus faible de ses maillons, dit-on. Alors pour moi, c'est super important qu'il y ait un leadership fort dans une institution pour justement réunir les acteurs. Ça passe par la formation continue, ça passe par des échanges, ça passe surtout par des 5 à 7, là. Je vous dirais que ça nuit pas. Mais en fait, toutes les occasions de rencontres, que ce soit au sein de comités de concertation, tout ça, c'est hyper important pour justement créer cette synergie-là. Et à travers ces interventions-là, en fait, ces rencontres-là, moi, je pense qu'il faut être en mesure de faire valoir les valeurs humanistes, dans le fond, qui sont communes à la plupart d'entre nous. Je sais que parfois, ça peut être très démotivant de parler d'indicateurs, de taux de réinscription. Donc, c'est important de le faire pour être capable d'imaginer des interventions, mais en bout de ligne, je pense qu'il faut ramener toutes nos interventions dans une perspective humaniste et c'est ce qui est rassembleur, c'est ce qui va unir les gens dans nos interventions et par ricochet, ça va percoler dans les classes. Donc, quand on se sent investi d'une mission, quand on se sent investi d'une orientation qui est commune, qui est appuyée, qui est concertée, ça va avoir un impact nécessairement sur l'étudiant dans nos classes, sur notre façon d'interagir avec lui, avec elle. Alors pour moi, je reviens toujours à cette idée-là de ne pas travailler en silo, de travailler vraiment en concertation et d'y aller petit à petit. Je pense au centre d'aide, vous avez évoqué le centre d'aide ici au départ, quand on a créé ça il y a 17 ans, ce lieu-là qui est hyper fréquenté, qui est très agréable, où les acteurs se réunissent pour accompagner les étudiants, il y a des professeurs, il y a des professionnels, il y a des tuteurs aussi, beaucoup qui travaillent ici. Au départ, il y a eu vraiment une résistance à l'idée de se déplacer. Les professeurs ne voyaient pas trop l'intérêt, ils se disaient, je peux rencontrer les étudiants dans mon local, comme je le fais toujours. Alors, le fait de créer un lieu, de créer un espace physique comme celui-là a eu un effet de concertation. Donc, et éventuellement, les gens ont vu l'intérêt et ont compris que ça avait un effet sur le parcours des étudiants. Donc, l'engagement est venu par la suite, mais ça a pris quelques temps, ça a pris quelques interventions, ça a pris, je dirais, quelques années avant qu'on fasse nos preuves et qu'on ait l'adhésion générale. Alors, il faut le voir comme ça, je dirais, essayer de voir les choses dans une perspective plus long terme et institutionnelle. Oui, donc dans une perspective long terme, institutionnelle, chacun, dans le fond, chaque acteur peut contribuer à développer cette vision-là de l'institution où est-ce qu'on est. Des fois, c'est très grand, comme dans les universités, c'est très large, mais il peut y avoir des aspects un peu plus micro là, dans les départements ou dans des projets aussi qui peuvent être faits, où les collaborateurs ne sont pas seulement des professeurs
et étudiants, mais aussi le milieu, dans le fond, les professionnels autour, et qu'il peut y avoir un échange là-dessus. J'en profiterai pour inviter, avant la troisième question, les participants qui sont présents au webinaire de nous poser des questions. C'est le temps justement d'aller voir de votre côté si vous avez des questions qui vous viennent en tête, vous avez envie d'entendre justement nos panélistes sur ce sujet-là. Je vois qu'il y a beaucoup de projets qui sont indiqués et que nous allons justement, le CAPRES va pouvoir donner suite à ces projets-là. Plusieurs font des liens également Internet, donc de ce qui se passe dans les différents milieux où est-ce que vous êtes. Mais en même temps, si vous pouvez penser à un aspect de question, ben c'est le bon moment. Je lancerai la dernière question plus de groupe en attendant vos propres questions. Donc, comment on fait pour convaincre finalement les gens? Beaucoup de choses ont été aussi mentionnées. On a déjà parlé, dans le fond, d'un rôle un peu plus actif même qu'un individu peut avoir dans sa classe. Un individu également dans le milieu. Mais comme professionnel, parfois, il y a cette idée justement d'aller convaincre les gens d'embarquer dans ces visions-là que vous proposez. Alors, je ne sais pas est-ce que vous avez autre chose à ajouter aussi pour créer cette communauté-là. Je me lance là. D'emblée, je dirais que pour convaincre, il faut premièrement que les gens sachent qu'il y a des choses différentes qui se font. Je crois que déjà là, il y a beaucoup, comment je pourrais dire, de personnes dans les milieux qui prêchent la bonne nouvelle d'une certaine façon, qui essaient de faire des beaux projets. Puis souvent, un projet qui est porteur, c'est pas nécessairement un projet qui est très grand avec beaucoup de déploiement, mais souvent c'est de commencer petit à petit, semer des graines, puis de cultiver certaines choses dans les milieux, puis d'aller chercher des gens qui peuvent paraître intéressés et faire grandir les choses. Parce que des fois, on a toujours des bonnes idées, puis on arrive avec le méga projet, mais des fois, les gens ne sont pas nécessairement prêts à entendre ce qu'on a à dire. Donc, moi, je milite plus pour prendre des petits éléments d'une idée, d'une idéologie, semer les graines, être disponible aussi. Puis, être un bon exemple. Quand je parlais tantôt de bienveillance, des enseignants qui veulent être bienveillants en classe, puis qui disent que la bienveillance est vraiment un bon moyen, il faut être soi-même bienveillant envers ses étudiants, puis de penser toujours à l'étudiant premier, et non pas à toutes les choses relatives à la tâche, au savoir que j'ai enseigné et tout ça. Donc, la perspective, quand elle change, à ce moment-là, ça dicte un petit peu les comportements parce que, veux pas, les valeurs qu'on a, ça dicte souvent nos comportements. Donc, si on a une valeur de bienveillance, il faut que les comportements aillent dans le sens de cette valeur-là comme pédagogue. Donc, moi, je crois que ça commence petit à petit, c'est d'en parler puis d'être positif. Puis pas obliger les gens à dire, c'est ça, parce que souvent, quand on contraint les gens à essayer de faire certaines choses, parce que dans le domaine de l'éducation, on voit souvent qu'on se fait comme obligé d'adopter certaines approches pédagogiques et tout ça, c'est sûr qu'il y a ça crée toujours une résistance. Donc, c'est peut-être de laisser aussi les enseignants autonomes dans leur pédagogie, mais de leur glisser petit à petit certains éléments qui pourraient amener un changement éventuellement. Oui, donc, dans le fond, vous amenez le côté petit à petit, vraiment cette idée que même dans le fait d'avoir une perspective qui mette l'accent sur l'apprentissage de l'étudiant, la bienveillance va se modifier dans cette perspective-là et que ça ne va pas demander nécessairement des grands projets. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui peut être fait déjà au quotidien. Et aussi la dimension d'aller chercher les gens par plus le positif, par la dimension qui est celle où est-ce que les gens ont le choix, dans le fond, ne sentent pas que c'est imposé comme s'il y avait une bonne pratique, mais qu'il y a de la diversité. Monsieur Chassé, vous voulez dire quelque chose? Et ensuite, je vais passer aux questions des gens, des utilisateurs. Susciter l'adhésion puis la concertation, à mon sens, c'est très important
en fait, de s'appuyer sur des données probantes. Là. Il y a des gens qui n'aiment pas ce terme-là, mais moi, je trouve ça bien intéressant. Il y a une quantité de méta-analyses qui existent là, qui nous permettent de bien orienter nos interventions, faire le dépistage justement des étudiants. Je pense à Mme Barbeau, Denise Barbeau, dans le réseau collégial, qui a fait une méta-analyse sur les mesures d'aide à la réussite là, qui contribuent à l'engagement des étudiants. Ce qu'elle disait à l'époque, c'est que toutes les mesures, tous les types d'interventions que l'on fait, que ce soit par le biais des ateliers, du suivi individuel, du mentorat, du tutorat, toutes ces mesures-là fonctionnent. Puis sa conclusion, c'était que, en fait, ça fonctionne parce qu'on porte intérêt à l'étudiant. Grosso modo, on s'intéresse à la question de l'adaptation d'étudiants. Donc, pour moi, ça revient à la question de la relation initiale. Donc, essayer de trouver une façon d'interagir, d'intervenir auprès des élèves. L'autre chose qu'elle mentionne dans sa recherche, que je trouve bien intéressante, c'est que les interventions qui ciblent les variables cognitives liées à l'engagement cognitif, plus particulièrement les stratégies cognitives et métacognitives, ont un effet plus grand sur la réussite que les interventions qui ciblent les variables affectives liées à la perception de soi. Donc, ce que je comprends, c'est que si le prof, ou en tout cas les intervenants, se sentent plus ou moins à l'aise avec la dimension affective, il y a toujours moyen d'intervenir par le biais des stratégies, comme Mme Landry l'avait mentionné, l'enseignement des stratégies utiles à l'adaptation au cours. Et par ce biais-là, indirectement, on va intervenir sur la dimension affective. C'est l'effet collatéral. Ça peut être simplement par le type d'activité, le type d'exemple qu'on donne. C'est vraiment d'être soucieux du parcours de l'étudiant qui fait la différence, et peu importe le chemin qu'on prend, c'est ce qui compte en bout de ligne. Et parmi les autres méta-analyses je trouve qui devraient être mieux connues, on parle du Carrefour de la réussite en 2009 aussi, qui a fait état d'une série de mesures qui favorisent la transition, puis je dirais par ricochet la santé mentale des étudiants. Aux États-Unis, ils ont fait ressortir là, des mesures, des collèges en fait, les plus efficaces. Ils ont fait ressortir certaines pratiques de ces collèges-là qui se démarquaient, qui n'étaient pas nécessairement des collèges qui provenaient de milieux favorisés. Donc, on sait qu'il y a des mesures, il y a des interventions déjà qui fonctionnent, et c'est de ça, je pense, qu'on peut s'inspirer, et c'est par ce biais-là qu'on peut mobiliser les acteurs en les informant, en discutant, en échangeant sur ce que la recherche nous propose et qui fonctionne. Oui. Donc, dans le fond, vraiment une approche où chacun peut y trouver son compte, dans le fond, selon son style, puis de pouvoir faire le lien avec les aspects cognitifs, semble être encore plus universel, plus possible, les enjeux d'apprentissage, versus la dimension de la relation plus affective, où est-ce qu'on peut prendre son temps, puis aussi le cours, la relation se développe au fil du temps. Hein. Il y a des gens qui sont un petit peu plus à l'aise, que vous mentionnez, donc dans le fond, avec l'aspect cognitif, ben, ça peut être une option. Il y a une question ici qui a été posée par Madame Pilon, à savoir, est-ce qu'on a des indices pour arriver à l'équilibre entre les attentes élevées et trop élevées pour nos étudiants? Elle présente la dimension suivante. Comment faire pour s'ajuster au stress vécu par nos étudiants qui semblent surmenés, vie sociale, privée, cours du soir, études, etc. Comment arriver à les préparer aussi sur le marché du travail dans le cas des étudiants là, qui viennent des programmes techniques au niveau des attentes qui sont pas juste sous pression. Donc, on parle de la différence ici entre les attentes élevées et trop élevées pour nos étudiants. Alors, oui, madame. Je le voyais beaucoup, ça revient dans le fond au sens et au plaisir. On parle souvent, par exemple, de perfectionnistes ou d'étudiants qui en font beaucoup, beaucoup trop. Et moi, je leur dis souvent, si à un moment donné, tu n'as plus de plaisir à faire ce que tu fais, oui, tu pars un horaire chargé, mais à partir du moment que tu perds le plaisir et que tu perds le sens de ton programme, de pourquoi tu le fais, à ce moment-là, c'est à se questionner. Est-ce que tu en as trop? Ou l'équilibre est rompu? Parce que l'équilibre en santé mentale, c'est ça. C'est quand on n'a plus de plaisir à faire ce qu'on fait, quand on ne sait plus pourquoi on le fait, là, c'est le temps de se réajuster. Puis là, c'est de voir les différentes sphères de vie, parce que chacune des sphères de vie peut contribuer au bien-être, mais ça se peut qu'à certains moments, certaines prennent plus de place. Donc, se poser la question, mais qu'est-ce qui est important pour moi à ce moment-ci? Puis de faire des actions engagées en fonction de ce qui est important pour moi. Je fais le lien un peu avec un des derniers webinaires du CAPRES, avec l'approche d'acceptation et d'engagement, de revenir à ce
qui est important pour nous, puis dans le fond, c'est les valeurs. Et effectivement, on est dans une société où nos étudiants sont hyper occupés et pour certains, c'est conciliation, famille, travail, études, école, enfants à charge avec des difficultés, parents vieillissants. Donc, ils en ont beaucoup, les étudiants. Donc, ils ont à trouver un équilibre et à regarder chaque sphère de vie pour voir à quel moment le sens et le plaisir sont plus là. Oui, je vous inviterai à poursuivre, mais à donner des réponses très, très spécifiques parce qu'on arrive vers la fin déjà de la rencontre. Donc, oui, poursuivez, M. Chassé et Mme Goyette ensuite. En lien avec la question, je n'ai pas l'impression que le problème, ce soit un problème lié aux exigences. Je pense qu'au contraire, on n'est pas assez exigeant. Le problème, souvent, c'est qu'on n'a peut-être pas les outils pour que l'étudiant puisse être en mesure d'atteindre les standards. Moi, j'ai vu beaucoup d'étudiants pour lesquels on pensait qu'il n'y avait aucun espoir de diplômer. Là. Il y a des professeurs qui parfois se demandent même pourquoi les étudiants sont aux études supérieures, alors que souvent derrière ça, quand on les rencontre individuellement, c'est qu'ils ont des grosses lacunes au plan d'apprentissage pour toutes sortes de raisons. Il y a aussi des fois des problèmes personnels qui viennent interférer, comme je le disais au début. Là. Il y a des enjeux qui sont là, sur lesquels il faut intervenir. Mais le problème, c'est pas, à mon avis, les trop grandes ou les trop petites exigences, c'est qu'ils n'ont pas les conditions et je dirais les outils pour atteindre les standards qu'on leur demande. Donc oui, vraiment plus d'aller chercher du côté de l'apprentissage et du bagage d'apprentissage. Madame Goyette? Moi, j'irais très rapidement en disant, premièrement, c'est de se demander c'est les attentes de qui. Parce qu'il y a des attentes de l'institution, des attentes des enseignants aussi, puis il y a des enseignants que leurs attentes sont vraiment au-delà de ce qu'un étudiant normal peut produire, et aussi les étudiants eux-mêmes. Et l'autre chose aussi, c'est de verbaliser comme pédagogue le fait qu'on est au courant que c'est pas si facile que ça. Puis leur expliquer aussi les intentions qu'on a derrière ce qu'on leur fait apprendre, mais leur expliquer qu'on est conscient que, d'une certaine façon, oui, ils peuvent être dans un état de stress. Quand je pensais là, aux 3 moments de Mme Landry tantôt, là, à l'initiation, moi, je le dis à mes étudiants, je sais que vous êtes fatigués, vous êtes stressés, il y a des examens, tout ça, prenez soin de vous, il faut verbaliser aussi à nos étudiants que on prend en compte leur santé mentale, qu'on prend en compte qu'on s'en fout pas de ce qui leur arrive, mais que leur dire qu'il y a des ressources. C'est un rôle aussi qu'on doit avoir si on veut être un pédagogue bienveillant. Oui, donc vraiment de faire le pont avec l'idée, dans le fond, qu'on s'en préoccupe. C'est surtout ça, hein? On s'en préoccupe de la santé mentale et que c'est concrètement véhiculé, que ce soit en présentant des ressources ou autres. Je vois que plusieurs personnes ont mentionné des questions un peu plus spécifiques sur les projets. Nous allons, c'est sûr que le CAPRES va pouvoir donner les informations, comme par exemple sur le projet Vigie de M. Chassé. Également, je vois qu'il y a plusieurs personnes aussi qui parlent de l'écho en termes de témoignages dont on parle aujourd'hui semble résonner chez vous. Donc, tout ce qui sera possible de faire, nous pourrons préciser justement les éléments d'information que vous souhaitez avoir. Peut-être en terminant, un dernier mot que chacun voudrait dire. Je laisserai Mme Charbonneau à la suite du projet. Allez-y avec un dernier mot. Oui. Parfait. Donc, un dernier mot, chacun. Alors, on va commencer avec... J'y vais? Oui. Monsieur Chassé, oui. Ben, c'est difficile. C'est très difficile. Je dirais que l'important, c'est, je pense, d'être soucieux, dans le fond, des étudiants qu'on a. Je dirais même, je pense qu'il faut cultiver un certain attachement, un certain amour des étudiants pour être en mesure d'être sensible à leur réalité. Et pour arriver à faire ça, ça fera lien avec Mme Goyette, je pense que soi-même, comme intervenant, on a le devoir d'être en bonne santé mentale pour être en mesure de bien accompagner les étudiants qui nous arrivent aux études supérieures. Et bon, ça c'est un autre dossier, mais je considère que c'est aussi central dans l'aide à la réussite qu'on offre aux étudiants. Merci. Madame Goyette? Le dernier mot que j'aurais à dire, c'est que pour favoriser une santé mentale dans la classe, mais dans les institutions scolaires, il faut revenir à la pensée humaniste, puis se considérer comme des humains, puis se considérer comme des gens qui travaillent dans une collectivité pour le bien et la pérennité d'une société. Puis si on garde cette valeur-là,
ça va teinter notre approche pédagogique, ça va teinter aussi l'approche que les étudiants vont avoir de leurs études. Donc, ils ne sont pas juste là pour satisfaire les attentes socio-professionnelles, mais ils vont être là aussi pour se former eux-mêmes, puis vraiment se développer pour avoir un esprit critique, être un citoyen engagé aussi dans notre société. Donc, si l'école arrête d'avoir un but utilitaire, je crois qu'au bout de la ligne, tout le monde va gagner. Merci. Madame Landry? J'abonde dans le même sens, engagement et communication, favoriser les échanges autant que possible de part et d'autre, de la part de tous les acteurs. Puis à ce moment-là, on va arriver à faire quelque chose d'intéressant. Merci. Ben, moi aussi, j'abonde dans le même sens et je remercie tout le monde justement de cette collaboration-là qui nous fait avancer dans notre conception et dans nos pratiques aussi. Bonne santé mentale à tout le monde. Oui. Oui, c'est le bon mot de la fin. Merci beaucoup à vous quatre pour la préparation, le temps que vous avez mis à ce webinaire. C'est fort apprécié, puis je pense que les échanges ont été très riches. Il y a effectivement quelques questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. On va s'assurer de vous transmettre vos questions aux panélistes et les réponses, on les ajoutera sur notre page web, puis on va vous le transmettre. On a tous vos courriels, tous ceux qui ont participé au webinaire aujourd'hui. On a été jusqu'à 70 personnes aujourd'hui, ce qui est quand même un bon nombre. Donc, je pense qu'il y avait un fort intérêt pour cette thématique. Ceux qui sont intéressés à en savoir plus encore, on continue de faire notre prochain webinaire sera sur l'anxiété de performance. On en a abordé quelques aspects aujourd'hui, mais il y a certainement d'autres aspects à creuser de façon un petit peu plus spécifique sur l'anxiété de performance. Il y aura aussi dans les prochaines semaines une annonce d'une série de 5 webinaires qui vont porter plus spécifiquement sur les étudiants en situation de handicap. Ce sont des webinaires qui vont se dérouler tout au long de l'année au CAPRES également. Et nos prochains dossiers, on en a parlé aussi pendant le webinaire, donc ça va être sur l'accessibilité des étudiants des premiers peuples qui va sortir en novembre. On aura aussi des activités liées avec cette thématique et de la documentation dans des dossiers papier. Et le suivant au printemps, on parlera plus des étudiants internationaux. Comment faire pour ne rien manquer de toutes ces ressources qui sont développées pour vous? Bien, je vous invite simplement à vous écrire à l'infolettre qui paraît aux 2 semaines. C'est toujours là-dessus qu'on donne l'information dans toutes nos infolettres de tout ce qui se passe au CAPRES. Pour les ressources, il y en a quelques-unes que vous voyez apparaître, mais dans l'ensemble, les ressources qui ont été mentionnées aujourd'hui ou les ressources qui vont s'ajouter vont être dans notre dossier sur la santé mentale. Donc, vous allez pouvoir y avoir accès après le webinaire. Donc, encore une fois, merci beaucoup aux panélistes, à notre animatrice, Mme Sabourin. Merci de votre présence et merci à tous les participants qui étaient là aujourd'hui. Si vous avez aimé le webinaire, il sera disponible en vidéo bientôt. N'hésitez pas à le partager aussi à vos collègues si vous jugez qu'il devrait être écouté par plusieurs personnes. Merci beaucoup et au plaisir à une prochaine fois. Oui, bravo. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.